Salut à tous, on se retrouve donc pour la troisième partie en fait du volet s'engager en EPS et agir réellement. On a vu au préalable donc la motivation, la volition et donc maintenant on voit le troisième élément qui est l'engagement en EPS. On va s'intéresser à ce concept qui est essentiel pour comprendre comment l'élève va faire réellement pour s'engager. Donc il suffit pas qu'un élève soit motivé ou volontaire, encore faut-il qu'il s'engage dans l'action, qu'il s'implique réellement dans l'activité proposée. Mais ça signifie quoi exactement, le fait de s'engager? Et comment l'enseignant peut agir dessus, sur cet engagement? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Donc très rapidement, on resitue un petit peu. On a vu la motivation, donc l'étincelle. On a vu la volition, et là on voit l'engagement. La volition, c'était le fait de faire et de maintenir un petit peu. Et là, on va voir l'engagement, exactement ce que c'est, comment ça fonctionne. Voilà, on va démarrer un petit peu par la précision de ce que c'est l'engagement exactement. L'engagement, on peut dire que c'est un investissement actif dans la tâche. Et Fredericks, en 2004, il nous dit que l'engagement, il peut être cognitif, comportemental ou affectif. En fait, selon Fredericks, en fait, l'engagement de l'élève, ça se manifeste à travers trois dimensions. Le comportement, c'est-à-dire la participation visible, le cognitif, la mobilisation des ressources mentales, et l'affectif, l'intérêt, le plaisir, l'attachement à la tâche que l'élève aura. Et ça, c'est un indicateur vraiment concret de l'implication de l'élève dans l'apprentissage. Juste avant qu'on continue, donc je refais un petit peu de pub pour le site et puis la formation que je propose. Je propose une formation complète sur le CAPEPS interne, écrit et oral, avec un suivi, avec des visios et puis des corrections, des TD, des écrits. Je propose aussi un suivi et une aide pour le CAPEPS externe, donc avec des sujets et des TD également, quelques absas, mais tout n'est pas complètement fini, mais je peux quand même vous aider complètement dans la formation. Et puis, vous pouvez me contacter si vous voulez avec l'email qui est affiché là, et j'ai le petit site que je suis en train de continuer de construire là, www.soseps.fr. Voilà, on continue la vidéo tout de suite. On va voir maintenant le positionnement de l'engagement par rapport à la volition et à la motivation. La motivation, on l'a déjà vu, c'est l'étincelle de départ, l'envie, dans quelle direction j'ai envie d'aller. La volition, c'est le fait de passer à l'acte et de résister, malgré les obstacles, malgré les découragements, malgré les distractions. On l'a vu aussi dans la vidéo précédente. Et en fait, l'engagement, on va l'observer parce que l'élève va agir. Et donc, en fait, on peut dire que l'engagement, c'est le fait de faire réellement, ici et maintenant. Et c'est donc le comportement observable. Donc, l'engagement, c'est le résultat visible de la motivation et de la volition. Mais ça ne se réduit pas à ça. Ça dépend de la motivation et de la volition, mais ça ne se réduit pas à la motivation et à la volition. On va expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. L'engagement, on va essayer de le comprendre à travers quatre théories qu'on va expliquer en détail par la suite. La première théorie, c'est la théorie de l'engagement scolaire de Friedrichs. On l'a vu au début de la vidéo. Ensuite, on peut s'appuyer également sur la théorie de l'autorégulation de Zimmermann, la théorie de l'intérêt de Heidi Renninger, et puis la théorie du flow, c'est-à-dire un état de concentration très intense dans une tâche de cet auteur que je vous laisse lire en 1990. Donc on va détailler les quatre théories. Donc première théorie qu'on va voir, la théorie de l'autorégulation de Zimmermann. Zimmermann, en fait, il décrit l'engagement comme un processus autorégulé en trois phases. Donc l'élève va s'engager activement dans son apprentissage dans cette théorie-là. Les trois phases sont avant la tâche, l'élève va se préparer, planifier. Pendant la tâche, il va agir. Et après la tâche, il va réagir à ce qu'il a appris. Il va réfléchir à ce qu'il a appris, pardon. L'engagement, c'est également une capacité à persévérer face aux difficultés et à ajuster les efforts. Donc ici, les stratégies qui seront mises en place dans la théorie de l'autorégulation sont des stratégies de fixation d'objectifs, d'auto-évaluation et de persévérance. En EPS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élèves, ils vont s'auto-évaluer à partir de critères donnés, ils vont réguler leurs efforts, leur attention, leur posture dans l'action. C'est la théorie de l'autorégulation. Pour l'enseignant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que l'enseignant explicite les objectifs, il va devoir donner des repères d'auto-évaluation et valoriser la progression et l'analyse de l'action.
Donc tous ces éléments-là, on les a déjà vus dans les vidéos précédentes liées à l'autorégulation. Et donc expliciter des objectifs, donner des repères d'auto-évaluation et valoriser la progression et l'analyse de l'action, ça, normalement, vous êtes en mesure, vous êtes outillé pour avoir des exemples concrets. Pardon. Qu'est-ce que l'élève va apprendre? C'est ça qui est très important dans la théorie de l'autorégulation et dans n'importe quelle théorie quand vous passez à l'écrit. Il faut que vous montriez que dans ce champ de théorique, donc le champ de l'autorégulation, il va y avoir des choses à apprendre qui sont spécifiques à ce champ théorique. Et donc ici, dans l'autorégulation, il va falloir que l'élève apprenne à se fixer des buts accessibles, atteignables. Il va falloir que l'élève apprenne à s'observer, à ajuster son comportement. Et il va falloir que l'élève apprenne à apprendre. Donc il va devenir acteur de ses progrès. Donc dans vos écrits ou à l'oral, quand vous convoquez une théorie, peu importe la théorie de l'autodétermination, on l'a vu, les buts de performance et de maîtrise, peu importe la théorie, si c'est sur la motivation, la volition ou l'engagement, il faut à chaque fois que vous montriez que l'enseignant va avoir des objectifs clairs à atteindre, ce qui est en violet ici. Et puis, il va falloir que vous montriez également que l'élève a des choses à apprendre qui sont précises dans ce champ-là et pas ailleurs. Et donc, c'est ce que vous avez ici en rouge. Deuxième théorie qu'on va convoquer, par exemple, la théorie du flow. Donc là, en fait, c'est l'idée d'avoir un état d'engagement intense, maximal, intense, qui naît quand le défi proposé est à la hauteur des compétences de l'élève. En gros, c'est le décalage optimal, quoi. En gros. C'est-à-dire que vous proposez une situation qui est pas trop facile, qui est pas trop difficile, pour que l'élève s'engage, et il faut que ce soit assez difficile pour qu'il s'engage à un niveau de compétence maximale. Donc ni trop simple ni trop difficile dans cette zone. L'élève il est concentré, investi et il est censé ressentir du plaisir. Voilà les éléments. Et donc en EPS, en fait, il va falloir que l'enseignant adapte les niveaux de difficulté pour garder les élèves dans une zone optimale de mobilisation. Pour ça, l'enseignant il va devoir connaître les niveaux réels des élèves, donc grille d'analyse au départ, pour proposer des choses qui sont adaptées, des situations adaptées. Il va falloir qu'il propose des défis ajustés, donc il y aura de la différenciation, alors pas de l'individualisation parce que c'est pas réaliste, mais de la différenciation au moins. Et il va falloir rendre visibles les réussites progressives. Donc ça, on l'a déjà vu au tableau, une petite fiche, par élève, un petit dossier avec des niveaux à atteindre. Et quand j'ai atteint un niveau, bah, je peux passer au niveau suivant, par exemple. Qu'est-ce que l'élève apprend exactement dans la théorie du fond? Il va apprendre à s'engager avec du plaisir dans une tâche exigeante. Donc ça veut dire qu'il va falloir que l'élève, à un moment donné, se concentre sur ce qu'il a ressenti. Il va falloir que l'enseignant lui demande aussi ce qu'il a ressenti. Est-ce que la situation qui était un petit peu difficile, mais que dans laquelle tu t'es engagé complètement, est-ce qu'elle t'a procuré du plaisir? Une échelle de 1 à 5, par exemple, un smiley, un petit bracelet de couleur pour évoquer le plaisir ressenti, peu importe. Mais il faut que l'élève se questionne à un moment donné sur ça. Il va falloir que l'élève apprenne à expérimenter le sentiment d'efficacité, c'est-à-dire que l'élève ressente qu'il a réussi, et donc pour ça, bah, vous avez les éléments qu'on a notés dans la case violette, c'est-à-dire rendre visite pardon, les réussites progressives. Et puis, il va falloir que l'élève apprenne à se dépasser sans se décourager. Donc la situation est difficile, l'enseignant va être ici pour supporter l'élève, encourager l'élève, euh, mettre en place des outils de maintien de l'engagement de l'élève malgré le fait que ça puisse être un petit peu difficile. Troisième théorie qu'on peut invoquer quand on parle de l'engagement, ça va être la théorie de l'intérêt. Donc là, la théorie de l'intérêt, elle fonctionne comme ça. Il y a 4 étapes. L'intérêt il peut être déclenché de façon contextuelle. Ensuite, il peut être maintenu. Et petit à petit, il peut devenir personnel. Un élève durablement engagé est un élève dont on a su faire grandir en fait l'intérêt pour l'activité au-delà du contexte immédiat. En EPS, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir déclencher l'intérêt par des supports attractifs, varier les contenus, créer du lien avec l'univers de l'élève. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une connaissance et une analyse de l'élève assez précise sur ce qui pourrait susciter un intérêt chez l'élève.
on a des élèves qui sont, par exemple, très enclins à être avec les copains, et ce qui les intéresse, en fait, c'est pouvoir échanger, par exemple, ou pouvoir faire réussir l'autre, ou supporter l'autre. Donc ça, c'est, entre guillemets, l'univers de l'élève. On a d'autres qui sont dans l'univers compétitif à fond et qui sont très mobilisés par rapport à ça, d'autres qui veulent juste apprendre, par exemple. Donc, identifier les univers et ce qui pourrait déclencher l'intérêt de l'élève, c'est un des premiers éléments à construire pour l'enseignant. Donc, pour l'enseignant, une fois qu'il a construit cette grille, il va falloir qu'il suscite la curiosité, qu'il rende les activités signifiantes, donc que ça ait du sens pour l'élève, et qu'il accompagne l'élève vers un engagement stable. Qu'est-ce que l'élève apprend dans cette théorie de l'intérêt? Il va apprendre en fait à s'intéresser à une activité au-delà de l'obligation scolaire. Alors, cet élément-là, au-delà de l'obligation scolaire, c'est un élément que vous travaillez sur tout un cursus. Parce que, en fait, il y a des forces et des déterminismes sociaux et scolaires qui sont tellement forts que c'est très difficile, en fait, d'avoir des élèves qui sont motivés par la note, par exemple, ou par une force externe, comme on a vu dans les motivations, c'est-à-dire faire plaisir, pas avoir de sanctions. Ces forces-là, elles sont très très fortes auprès des élèves, parce qu'elles sont souvent renforcées par l'institution elle-même et par les parents qui, pour certains, veulent des bonnes notes, que l'élève se comporte bien, et donc c'est la peur, en fait, d'avoir une mauvaise note qui motive l'élève à agir. Ces forces-là, elles sont très très fortes. Donc, quand vous arrivez à faire que l'élève s'intéresse à l'activité au-delà de l'obligation scolaire, vous avez fait un travail énorme, en fait. Et donc ça peut passer par des situations qui peuvent être ludiques, des situations qui sont adaptées aux étapes de développement, qui sont adaptées à l'intérêt de l'élève. Donc tout ça, c'est un travail très fin qu'il faut faire, que vous pouvez faire, mais qui demande vraiment beaucoup de travail. L'élève, il va essayer d'apprendre quoi aussi? Il va essayer d'apprendre à trouver du plaisir dans l'effort. Ce dont on parlait tout à l'heure dans la théorie du flow, c'est-à-dire que le fait de s'engager et de se dépasser, eh bien, au final, physiologiquement, on sait qu'il y a de l'endorphine qui va être sécrétée quand on fait un effort intense qu'on a volontairement fait. Il y a du plaisir là-dedans. Et donc, il va falloir aider l'élève à ressentir ce plaisir-là dans l'effort. Et puis, l'élève va essayer d'apprendre à construire un rapport plus autonome à l'EPS, c'est-à-dire avoir un vrai intérêt pour la discipline. Donc ça, c'est une théorie que vous pouvez essayer de convoquer aux écrits, qui est une théorie qui est très rarement convoquée aussi. D'ailleurs, toutes les théories sur l'engagement là, dont je vous parle, elles sont rarement convoquées, mais elles sont super efficaces parce que bah, il y a des éléments. Vous avez ce que l'enseignant va devoir susciter, construire, et ce que l'élève doit apprendre. Enfin, la dernière théorie, la théorie de l'engagement scolaire de Friedrichs. Donc, la théorie de l'engagement scolaire, en fait, ils ont montré, Friedrichs et ses collègues, ils ont montré que l'engagement, c'est pas juste une affaire de participation. En fait, l'engagement, il se joue aussi dans l'implication mentale et émotionnelle de l'élève. C'est ça qu'il faut retenir sur cette théorie-là. Un élève, il va être engagé quand c'est un élève qui comprend pourquoi il fait les choses, qui les fait et qui y met du sens, en fait. Voilà un petit peu les éléments qu'il faut retenir sur cette théorie de l'engagement scolaire. En EPS, ça passe par quoi? Ça va passer par le fait que l'engagement va devenir visible dans le comportement. Mais alors, pour l'enseignant, il faut aussi le favoriser dans la pensée et dans l'envie de progresser. Concrètement, ça veut dire que l'enseignant va devoir créer un climat sécurisant pour oser s'engager, pour avoir envie de s'engager, donc tout ce qui est bienveillance dont on a déjà parlé. Il va falloir que l'enseignant propose des tâches qui mobilisent le sens. Alors, je ferai une vidéo spécifique au sens parce que c'est pareil dans les copies, la plupart du temps, vous parlez du sens, mais ça tombe, ça tombe des nues. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça se construit. Et la plupart du temps, vous vous dites que bah, cette situation va avoir du sens pour l'élève sans définir ce que c'est le sens et sans structurer, étayer cette, ce concept. Donc, je ferai une vidéo spécifique au sens. Et ensuite, l'enseignant, il va devoir interroger les élèves sur ce qu'ils pensent de leur activité. Donc, toujours ce regard sur son activité, cette autorégulation, auto-observation. Et là, l'enseignant est ici pour les aider, les élèves. Qu'est-ce que l'élève va apprendre dans cette théorie de l'engagement scolaire?
il va apprendre à se mobiliser sur le fond et pas juste sur la forme. C'est-à-dire qu'il va pas, et on va pas rester sur juste le comportement visible, on va essayer de se mobiliser sur l'engagement, comme on disait tout à l'heure, l'engagement affectif, cognitif, pour savoir si l'élève est vraiment engagé scolairement dans cette théorie-là. Il va apprendre également à s'impliquer mentalement dans l'action et il va apprendre avec sa tête, son corps et son cœur, ce qu'on disait précédemment. Donc on va synthétiser un petit peu pour que ce soit bien clair dans votre tête. Qu'est-ce que ça va impliquer pour l'enseignant? L'enseignant, il va devoir donc proposer des tâches signifiantes, donc que ça ait du sens pour l'élève. Il va falloir qu'il crée un climat de confiance et donc de droit à l'erreur, en gros. J'ai le droit de me tromper, c'est pas grave. L'important, c'est que je fasse, que je m'engage, et puis que je me régule petit à petit, mais j'ai le droit de me tromper. Il n'y a pas de conséquence là-dessus, il n'y a qu'une conséquence positive, c'est que je vais progresser, en fait. Et créer un climat bienveillant, de confiance. Ça, on l'a déjà dit. Il va falloir que l'enseignant mette en place des critères de réussite qui sont visibles, c'est-à-dire que l'élève s'engage dans une tâche, une situation, et il sait exactement ce qu'il a à faire et à quel moment il réussit, à quel moment il échoue. Et vu qu'il a le droit d'échouer, c'est pas grave, mais au moins il sait que quand il a réussi, il a vraiment réussi. Et enfin, il va falloir que l'enseignant mette en place des feedbacks qui vont être centrés sur l'effort et les progrès et qui vont permettre de renforcer l'investissement de l'élève. Et donc, je vous mets la petite référence de ces quatre éléments-là. Maintenant, du côté de l'élève, on va synthétiser également. Donc, l'élève, il va apprendre à quoi? Il va apprendre à réguler son effort et son attention dans toute cette théorie de l'engagement. Il va apprendre à se fixer des objectifs atteignables, identifier ce qu'on attend de lui, reconnaître ses progrès. Et ça, c'est Zimmerman et Plantrich en 99 qui parlent de ça. Donc en fait, du côté de l'élève, s'engager, ça va être apprendre à réguler ses efforts, à se concentrer sur l'essentiel, à persévérer même sans plaisir immédiat. Et ça va supposer aussi que l'élève comprenne ce qu'on attend de lui et qu'il puisse constater ses progrès. C'est en cela qu'en fait que l'enseignant a un rôle clé à jouer. Là, on va voir un petit peu les signes qui montrent que l'élève est engagé en fait dans la situation en EPS. Un élément, c'est par exemple un élève qui a une attention soutenue pendant la tâche ou pendant les consignes, par exemple, quelqu'un qui écoute vraiment. Des élèves qui sont volontaires, qui posent des questions, qui échangent, qui veulent aider, voilà, qui sont investis. Eh ben, ce sont des élèves qui sont souvent engagés. Des élèves qui persévèrent malgré l'échec également. C'est des élèves qui peuvent ne pas atteindre dès le premier coup les critères de réussite, mais qui petit à petit vont progresser et qui vont, malgré les échecs, continuer à progresser et donc réussir au bout d'un moment. Ça peut être des élèves également qui réfléchissent et qui se questionnent avec, par exemple, l'intérêt de la situation, qu'est-ce qu'il y a à apprendre derrière cette situation-là. Tout ce qui est implicite est souvent pas très clair pour les élèves. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quoi l'intérêt? Donc là, c'est clarifier les choses. Des élèves qui coopèrent avec les autres. Ça, on en a toujours, des élèves qui sont plutôt enclins à aider. Et donc ça, c'est un vrai signe d'engagement. Et puis des élèves qui sont plutôt contents. Donc ce que je vous disais, moi, c'est que j'utilisais des petits bracelets que les élèves peuvent changer au cours de la séance. Des élèves qui sont pas contents mettent un bracelet rouge, par exemple. Des élèves qui sont contents normalement un bracelet vert, et puis très contents un bracelet bleu, par exemple. Et puis au cours des situations et au cours de la séance, les élèves peuvent changer de bracelet. Ça me permet à moi et puis aux autres élèves de voir un peu l'évolution de l'aspect émotionnel. Et puis à l'élève lui-même qui met le bracelet, ça lui permet d'avoir un espèce d'indicateur de bah, là je me sentais très bien, là je me sens moins bien, là ça va mieux, là je me sens moins bien, et puis d'associer cette émotion à une action qui a été faite, soit physique, soit quelque chose de plus cognitif. Et donc ça permet à l'élève de s'autoréguler et de mieux se connaître aussi, petit à petit. On va voir maintenant ce qui pourrait freiner l'engagement. Il y a plein de facteurs qui peuvent freiner l'engagement, en fait. Et l'idée, en fait, c'est de les identifier. Donc, par exemple, une activité qui est mal calibrée, un élève qui comprend pas ce qu'il fait, un élève qui est pas assez autonome, un élève qui perçoit pas le sens de l'activité, quelqu'un qui est dans un climat anxiogène, donc qui a peur de l'échec, un climat de classe négatif, insécurisant, euh,
une fatigue, par exemple, de la surcharge cognitive, et puis des objectifs qui sont pas clarifiés ou trop difficiles à atteindre. Et en fait, il va être essentiel pour l'enseignant d'identifier ces freins pour en fait les lever progressivement. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer pour l'enseignant ici? Ça va impliquer pour l'enseignant de diagnostiquer ses freins potentiels en discutant, en observant. Il va falloir donc ensuite adapter le niveau de difficulté et clarifier les objectifs, instaurer un climat de confiance et d'encouragement, et puis donner du sens, de la structure et de la liberté dans les situations. On va passer à un exemple concret et assez rapide. On imagine, on est avec des élèves en quatrième, et puis au niveau du placement défensif, ouais, ils sont un peu en difficulté, donc on va travailler là-dessus. Pour travailler sur l'engagement spécifiquement, l'enseignant il va pouvoir mettre en place plusieurs stratégies. On peut par exemple proposer une petite vidéo qu'on aurait filmé d'autres élèves qui fonctionnent plutôt bien en défense, ou alors des joueurs très confirmés, pour essayer de lancer un peu et inciter les élèves à produire ce qu'ils voient sur la vidéo. On peut proposer une grille d'auto-observation pendant la tâche. Ça veut dire, ça va permettre aux élèves de se situer, de savoir où ils en sont et de savoir s'ils sont plutôt en réussite, plutôt en échec. Et là, il va y avoir derrière les feedbacks, la stratégie, les feedbacks pour supporter l'effort d'adaptation et pas le résultat final. Donc, inciter l'élève à s'engager, valoriser l'engagement, valoriser les essais, même s'il y a des échecs, et pour simplifier un peu les choses, on peut essayer de diminuer la difficulté des critères, par exemple, de réussite au début, pour maintenir cet effet positif. Donc là, je vais vous proposer, par exemple, une grille d'auto-observation pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est une grille que vous donnez à l'élève, et l'élève va s'auto-observer, s'auto-évaluer. On est sur des comportements observés. Est-ce que j'ai persévéré après un échec? Est-ce que j'ai aidé un camarade? Est-ce que j'ai compris les objectifs? Est-ce que j'ai pris une décision seul? Ça, ce sont des exemples, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez qui est en lien avec l'engagement. Et puis l'élève, il aura juste à mettre oui ou non. Je l'ai fait, oui ou non. Comment je me suis senti? Il peut expliquer un petit peu rapidement avec des, euh, un support sur les émotions, les sentiments qu'il a ressentis. Et puis, si vous êtes sur un niveau de classe un petit peu plus haut que sixième, cinquième, vous pouvez commencer à leur demander pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ont persévéré ou pas, avec une explication sur sa propre action. Vous pouvez commencer dès la sixième, mais faut faire ça progressivement et puis il faut surtout étayer et aider les élèves. Dans les premiers temps, c'est vous qui proposez des explications et puis petit à petit, vous questionnez les élèves. Il va falloir leur fournir du support de vocabulaire sur le ressenti, par exemple. Et ça se construit petit à petit au cours du cursus. Mais la métacognition, c'est-à-dire la réflexion sur sa propre action, c'est plutôt aux alentours de quatrième, troisième dans le développement. Voilà, ici, je vais vous proposer aussi des exemples de feedback. Par exemple, un feedback descriptif. Tu as cherché une solution seule quand tu étais bloqué, c'est plutôt bien, c'est bien ce que tu as fait. Un feedback valorisant qui valorise le processus, tu as progressé parce que tu t'es entraîné à chaque séance et pas juste c'est bien ou c'est pas bien. On explique en fait. Il y a une explication derrière. Tu as progressé parce que tu t'es entraîné. Le feedback motivationnel continue comme ça, tu montres que tu ne lâches rien par exemple. Et le feedback métacognitif, comment est-ce que tu as fait pour réussir cette fois-ci? Donc là, on va le questionner plutôt. Donc ça, ce sont des exemples de ce que vous pouvez placer dans une copie en disant, bah, à ce moment-là, le rôle de l'enseignant, c'est de questionner, de proposer des feedbacks, de motiver. Et ben, vous mettez concrètement la petite question que vous posez, la petite phrase que vous dites à votre élève. Ça rend votre exemple à l'écrit et à l'oral bien plus vivant que juste dire je propose un feedback métacognitif et puis il se passe rien derrière. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc on était sur la notion d'engagement. J'espère que vous arrivez à le situer maintenant, l'engagement par rapport à la motivation et la volition. En gros, c'est le résultat visible de la motivation et de la volition. Ça se réduit pas à ça, mais c'est en gros le comportement dans l'action même qui montre l'engagement. On a vu des critères qui permettent de cibler et de voir que l'élève est engagé. On a vu les freins, on a vu quelques théories. Et donc, j'espère que ça vous aidera dans vos écrits et à l'oral éventuellement.
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre soit en commentaire de vidéo, soit à m'envoyer un message si vous voulez. Si vous voulez que je traite des thématiques spécifiques, n'hésitez pas aussi. Et puis, vous pouvez vous abonner, ça aide la chaîne à se développer un petit peu. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.